Merci à tous de nous rejoindre pour un nouveau rendez-vous du Médicine R&D. Donc, c'est un événement tous les 2 mois qui vise à vous présenter tous les appels à projets ouverts et à faire focus et que vous puissiez interagir en direct avec les opérateurs, les financeurs de ces appels à projets qui puissent vous aider avec nous à décrypter ce qui est attendu et que vous puissiez vraiment poser toutes vos questions. Donc, pour l'agenda de notre réunion, je commencerai par un rappel descriptif de l'accompagnement de Médicène, comment on peut vous aider. Donc vraiment, ayez ce réflexe de nous consulter sur les appels à projets, qu'on puisse vous donner tous les tips et vous dire ce qu'on peut faire comme accompagnement pour ce type d'appel à projet. Ensuite, on aura un gros focus sur les aides de la région Île-de-France. Donc, je remercie Daniel, Romain, Lucas et Caroline qui sont présents aujourd'hui pour vous présenter les aides. Donc, on parlera tout d'abord de l'appel à projet de France Leader Bioproduction. Donc là, c'est Daniel qui s'en chargera, si je peux m'exprimer ensuite. Ensuite, il n'est pas à l'heure du jour, mais c'est une bonne surprise. Lucas nous parlera de l'appel à projet Grand Lieu d'innovation. Ensuite, on enchaînera avec Romain pour l'appel à projet Césium JRPIA. Et on finira avec Caroline sur le pack IA. Et donc, ça vous permettra de voir vraiment tout le panel d'offres actuelles, ou même demain, parce qu'il y a un petit peu de teasing. Certains ne sont pas encore totalement sortis et seront sur les sites officiels d'ici quelques jours, semaines, on va dire. Et donc, ça vous permettra d'être un peu en avance de phase sur tous ces enjeux-là. Et on finira très rapidement sur tous les appels à projets ouverts, nationaux ou autres, qui ne sont pas régionaux, vous l'aurez compris. Donc rapidement, je pense que c'est tous Médicène, on couvre vraiment tous les champs de la santé. Notre vocation, c'est vraiment de transformer et de valoriser l'innovation scientifique dans des valeurs thérapeutiques, économiques, des processus industriels et en emploi pour le territoire français. Donc aujourd'hui, on est plus de 510 adhérents. Je rappelle toujours, mais voilà, on représente vraiment tous les typologies d'acteurs, des grands groupes, des académiques, des cliniques, etc. L'idée, c'est vraiment de faire travailler tout le monde ensemble et de couvrir tous les champs. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les aides qui sont présentées, vous verrez qu'il y en a pour tout le monde, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on s'appuie pour ça aussi sur un réseau de partenaires pour travailler, pour faire monter ces projets collaboratifs et pour vous aider à vous développer, que ce soit en Île-de-France ou après vers l'international. Donc aujourd'hui, Midsen, c'est 22 experts répartis en 3 groupes. Euh, L'équipe dont je m'occupe de tous les enjeux d'innovation santé, c'est pour ça qu'on s'occupe de tout l'accompagnement de projet. On aide aussi sur des aspects non dilutifs, donc tout le financement pour vous aider à vous développer et après vous internationaliser, vous développer plus largement. Et on s'appuie bien évidemment sur un réseau d'experts à chaque fois pour nous aider dans tous nos dispositifs. Donc, je l'ai dit, mes 3 grandes missions pour coller mieux aux enjeux. Donc, la partie innovation, animer et favoriser l'émergence de projets, euh, vous aider à vous orienter parmi tous les guichets de financement. Et là, typiquement, ce genre d'événement aujourd'hui, il est là vraiment pour ça, pour vous aider à décrypter les différentes opportunités qui sont aujourd'hui, qui sont demain, et vous dire comment il faut faire pour maximiser vos chances de succès. Et bien sûr, le troisième axe, je l'ai déjà dit, mais vraiment vous accompagner, notamment les PME, vers l'international et Europe. Donc, au niveau donc, de ce qui nous occupe aujourd'hui, donc l'accompagnement de projets innovants, aujourd'hui, Médicène accompagne chaque année plus de 130 projets. Et donc, on a mis en place un accompagnement pour tous les porteurs de projets, un accompagnement en plus de la labellisation, donc c'est vraiment séparé, où là, on va passer du temps et vous aider à optimiser vos chances de succès. Donc, c'est des processus qui durent en général un mois avant la date de clôture. Pour les projets monopartenaires ou collaboratifs simples, où finalement vous avez juste besoin d'un accompagnement léger pour optimiser vos chances de succès. Et donc, on a mis en place ce système-là qui vous permet d'augmenter vos chances de succès avec une aide au montage de projet plutôt stratégique, une expertise avec un membre de notre comité et un chef de projet sur des rendez-vous individuels, des aspects de relecture. Et bien sûr, en parallèle de ça, vous avez le passage devant notre comité de labellisation, d'évaluation des projets pour obtenir le label Médicène qui est bien apprécié par les financeurs en termes de gage de succès. Je pense que c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui en bilan moyen à 2 fois plus de chances de succès pour les projets labellisés. On a aussi un accompagnement pour les projets collaboratifs, cette fois-ci plus complexe, 4-5 partenaires vous aident à trouver. Donc cette fois-ci, on travaille sur un système de success fees où on partage la valeur si vous réussissez. Donc encore une fois, il y a un accompagnement par rapport à vos besoins
soit en fait vous voulez juste un check-up du pôle, vous demandez la labellisation, soit vous avez besoin d'un accompagnement léger, soit vous avez besoin, parce que votre projet est très complexe et collaboratif, d'accompagnement renforcé. Et dans ce cas-là, en fait, on s'adapte à vos besoins et on trouve le côté financier qui va bien aussi par rapport à vos besoins. Et je dois dire que les tarifs, on aime bien dire qu'ils sont quand même doux grâce au soutien de la région. Je le dis régulièrement, mais vu qu'ils sont là, je préfère ne pas oublier cette case-là. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit schéma de tous les appels à projets qu'on accompagne. Alors, en fait, pas tous qu'on accompagne, pardon, mais tous ceux qu'on a une vision. On peut vous aider à vous orienter parmi cette jungle, quelque part, qui est souvent décriée, que ce soit avec tous les guichets de financement. Donc, on est vraiment là pour vous guider. Et il y en a certains qu'on accompagne, d'autres, on vous dira juste les tips qu'il faut faire par-dessus et on n'a pas de dispositif d'accompagnement propre. Donc, toujours bien de rappeler quand même quelques données. Medicine, depuis 2005, c'est plus de 1830 projets reçus, quel que soit le niveau de maturité. Vous l'aurez compris, que ce soit de l'ANR, de la BPI, etc. Plus de 1200 projets labellisés, 430 projets labellisés et financés. Et donc, aujourd'hui, on est sur plus de 2 milliards d'investissements au complet quand on fait la somme de tous les projets, parties financés ou non. Et donc voilà, j'en ai fini avec cette introduction. Donc ça me permet de laisser la parole à Daniel qui va commencer le focus sur les aides régionales en cours ou à venir, je l'ai dit. Donc on commence par l'appel Île-de-France Leader Bioproduction, appel qui est lancé en partenariat avec France Biotech, Médicine, Génopole et Systématique. Merci Julien. Je voudrais partager mon écran. Voilà. Alors, un petit instant. Je t'en prie. Pour meubler, je voudrais remercier Medicine de nous donner l'occasion de présenter nos aides et en particulier cet appel à projet. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Oui, Oui. c'est bon. Donc, en particulier cet appel à projet Île-de-France Leader Bioproduction, dont nous avons lancé la 2e édition il y a un mois pile à peu près. C'est un appel à projet qui a pour cadre général, pour contexte, la stratégie Smart Santé de la région Île-de-France, stratégie Smart Santé 2020-2022, qui a été élaborée suite à une concertation avec le secteur, les acteurs du secteur de la santé entre septembre 2019 et septembre 2020. Cette stratégie s'articule autour de 6 grandes thématiques, dont l'une d'entre elles consiste à essayer de faire de l'Île-de-France un hub d'excellence en matière de bioproduction et de biotechnologie. Cette stratégie Smart Santé est déclinée en une vingtaine de mesures que je ne vais pas passer en revue tout de suite parce que vous pouvez les trouver assez facilement en cherchant la feuille de route de cette stratégie Smart Santé et que vous trouverez à cette adresse. Mais si vous tapez stratégie Smart Santé Paris Région, ben, vous la trouverez, ainsi donc que toutes les mesures. Mais je vais quand même faire un zoom sur, parce que je pense qu'il y a parmi vous un grand nombre d'entreprises de cet écosystème biothérapie, bioproduction. Donc, je vais faire un zoom sur les mesures de cette stratégie régionale en faveur du secteur de la santé qui concerne biotechnologie et biothérapie, très rapidement. Il y a tout d'abord un soutien au Génopole de 8 millions sur 3 ans, un soutien également au projet en cours de déploiement Campus Biotech Digital à Vitry. La promesse, c'était en septembre 2020, la promesse de tenir des assises régionales de la bioproduction. Je vais y revenir dans un instant. Et enfin, un appel à projet Île-de-France Leader Bioproduction. Alors, ces assises régionales de la bioproduction, elles se sont effectivement tenues en mai 2021. Et parmi toutes les recommandations qui nous ont été formulées, l'une d'entre elles consistait à dire votre appel à projet Île-de-France Leader Bioproduction, il est très bien, mais il est insuffisamment doté. Et donc, finalement, il est moyennement incitatif.
On a suivi cette recommandation et comme vous le verrez, on a singulièrement augmenté la subvention et la dotation générale de cet appel à projet. Ces objectifs, les objectifs de l'appel, il y en a 3 qui sont d'ordre, j'ai envie de dire, politico-stratégique, à savoir favoriser la souveraineté des outils de production des biomédicaments, premièrement. Deuxièmement, réduire les coûts de production et fluidifier l'offre de biothérapie. Troisièmement, faire de l'Île-de-France la première région en matière de bioproduction. Et puis, il y a un objectif qui vise véritablement à accompagner le développement des entreprises, d'une part en donnant une visibilité aux candidats auprès de grands industriels, et d'autre part par la subvention, bien entendu. Alors, comment on donne une visibilité aux candidats? Eh bien, c'est tout simplement par la composition du jury. À côté des membres institutionnels que vous voyez sur la gauche de l'écran, il y a également des membres qui sont des acteurs industriels comme Sanofi, AstraZeneca, Servier, Ipsen et Novartis. Voilà, côté institutionnel, comme vous le voyez, il y a tout d'abord les organisateurs. Tiens, d'ailleurs, sur ce slide, on a oublié de mentionner le Génopôle et je m'en excuse auprès d'eux s'ils sont parmi nous. Il y aura donc néanmoins parmi les institutionnels et organisateurs la région Île-de-France, France Biotech, le secrétariat général pour l'investissement, Génopôle, et puis en observateur, mais néanmoins très impliqué dans l'évaluation des dossiers, Médicène, les pôles Médicène et Systématique. Alors, l'appel à projet est doté d'une subvention qui a singulièrement augmenté, comme je vous le disais précédemment, par rapport à la première édition, puisqu'il s'agit cette fois d'offrir une subvention, enfin 2 subventions de 1,5 million chacune, c'est-à-dire qu'on va retenir 2 projets pour lesquels, enfin 2 projets pour un montant total de 3 millions. Les taux d'intervention pour les projets collaboratifs sont ceux que vous voyez apparaître à l'écran. 60% pour les TPE et PME, enfin les petites entreprises, 50% pour les moyennes entreprises, 40% pour les ETI. Et pour les projets portés par une seule entreprise, ces taux sont diminués d'environ 10%. Les laboratoires de recherche sont financés à 100% des coûts marginaux, de manière assez classique, dans une limite de 30% de la subvention. Voilà. On a voulu vous proposer un appel à projet extrêmement ouvert. On cherche donc des solutions de modélisation à base d'intelligence artificielle, des solutions permettant l'optimisation des procédés technologiques et l'amélioration des rendements, et des projets qui permettent le développement de systèmes de production automatisés à façon. Voilà. Et encore une fois, je répète, on est extrêmement large dans les projets que l'on recherche. Donc, finalement, même ces points qui vous sont présentés là, c'est quelque part des exemples. Et si vous considérez que vous avez quelque chose d'absolument fantastique permettant d'augmenter la productivité et les rendements en matière de bioproduction, eh ben, n'hésitez pas à nous faire part de vos projets. Les critères d'éligibilité et de sélection. Sur l'éligibilité, bon, le point principal, c'est qu'il faut être une PME ou une ETI francilienne, implantée en Île-de-France, donc. Sur la sélection,
bien, on va juger le profil, la qualité des candidats, la qualité de l'innovation, les retombées économiques, évaluées notamment en matière de création d'emplois en Île-de-France et la création du business plan, démonstration d'une logique de bioproduction, labellisation par Médicène ou systématique, et puis un critère qui n'est pas une condition, qui n'est pas un préalable, mais qui sera grandement apprécié par les membres du jury, c'est la collaboration éventuelle ou une sous-traitance avec les plateformes franciliennes plateformes académiques à vocation industrielle en matière de bioproduction ou intégrateurs labellisés par le grand défi de l'État. En ce qui concerne le calendrier, comme je vous le disais précédemment, l'appel à projet s'est ouvert il y a pile un mois. Il se clôturera dans pile 2 mois, pour ainsi dire. On fera une shortlist de 5 candidats maximum qui sera connue le 11 février, enfin la semaine du 11 février. Hein. Et puis, nous procéderons à des auditions la semaine du 14 février 2022. La validation et le vote de la subvention constitueront des étapes clés pour véritablement officialiser le choix du jury et officialiser également la subvention qui sera remise aux lauréats. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet appel, je vous invite à venir le visiter à l'adresse qui apparaît sur l'écran et qui, en tout état de cause, est assez facile à retrouver en tapant Île-de-France Leader Bioproduction. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et je suis à l'écoute de vos questions éventuelles. Merci, Daniel. On va attendre que les premières questions arrivent. Une des premières questions, Daniel, qui nous est apparue, c'est comment en fait, est garantie la confidentialité et la gestion du conflit d'intérêts potentiel, notamment avec les membres du jury industriel que tu as cité. Bon, tout simplement, il y a des accords de confidentialité qui sont signés avec les membres du jury. Bon, et puis après, à la région, on voit passer un très grand nombre d'appels à projets. On a vraiment l'habitude de gérer ces questions de confidentialité. Donc, pas d'inquiétude à avoir de la part des candidats potentiels de ce point de vue. Ok, merci. Deuxième question. Pardon, Julien, est-ce que mon écran... enfin, je peux arrêter la présentation là. Oui, bien sûr. J'avoue que je ne sais pas comment le faire. Ah, attends, normalement, je dois pouvoir. Non, tu le fais? Je dois pouvoir t'aider à faire ça, ouais. Non, voilà. Voilà, on te verra en plus grand, ce sera plus sympa pour les questions. Qu'en est-il si les sociétés ne sont pas dans la bioproduction, plutôt dans le développement du côté biomédicaments, que ce soit les anticorps ou autres, est-ce qu'ils sont éligibles aussi à cet appel et projet ou peuvent candidater? Bon, bien sûr. Pas de... il me semble, là, on peut répondre de manière un peu collective, je dirais. A priori, il n'y a pas de limitation de ce point de vue. Néanmoins, il faut qu'il y ait toujours un volet. Le sujet, c'est quand même la bioproduction. On n'est pas sur de la R&D, de développement de biomédicaments. C'est clair. Et on l'a vu lors du précédent appel à projet. Certains étaient plutôt sur cette partie-là et ont été écartés. Donc, on est quand même sur des sujets, des problématiques au niveau bioproduction. Un sujet production, quoi.
L'objectif n'était pas effectivement de développer seulement une biothérapie. Il y a d'autres dispositifs pour ça. Il y en a d'autres qui vont arriver avec les stratégies d'accélération aussi au niveau national. Là, on est plutôt sur le process. Mais effectivement, on aime le rappeler, tous ceux qui travaillent sur la bioproduction en tout cas, le produit et le process sont quand même intimement liés sur les deux. C'est pour ça qu'il faut être assez ouvert, mais la valence maximale, c'est quand même l'enjeu de production associé au médicament et pas le médicament en tant que tel, si je peux m'exprimer ainsi. J'espère avoir été assez clair. Mais effectivement, dans la mesure où les frontières sont très poreuses, bon. Tu l'as dit, alors une question qui nous est revenue assez régulièrement, c'est je n'ai pas forcément de lien direct avec les 3 plateformes soutenues par la région avec qui travailler. Est-ce que je peux déposer sans eux? Est-ce que j'ai des vraies chances de succès, en fait, hein, quelque part, c'est un peu ça qu'on a envie d'entendre. Ou est-ce que c'est déjà plié dans le sens, si je n'ai pas de collaboration, j'ai aucune chance? Non, c'est pas plié. Vous avez toutes les chances. Ce que l'on a voulu dire dans les critères en mentionnant cette préférence accordée aux collaborations ou à la sous-traitance vers ces plateformes, c'est que à qualité égale, on préférera un projet dans lequel une de ces plateformes est impliquée. Mais vous avez toutes vos chances, même si vous candidatez en individuel ou en tout cas pas avec l'une de ces plateformes. Rien n'est plié. Okay. Deuxième question qu'on nous pose aussi, c'est sur le côté éligibilité par rapport au caractère francilien. Typiquement, je suis une société qui est... est-ce qu'il faut qu'elle soit domiciliée à 100% en Île-de-France ou est-ce que si elle est extra-Île-de-France mais qu'elle a toute son activité de R&D potentiellement en Île-de-France, elle est aussi éligible? Non, il faut que le siège social et l'activité de l'entreprise soient localisés en Île-de-France, très clairement. Alors après, ça peut se faire... au moment du dépôt, il n'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que ça complique quand même les choses. En tout cas, on ne signe pas une convention avec une entreprise qui n'est pas en Île-de-France, dont le siège n'est pas en Île-de-France et dont l'activité n'est pas en Île-de-France. Ok. Et peut-être une troisième question en attendant que s'il y en a d'autres qui viennent, ça, je les adresse, qu'on me les a posées avant le webinaire pour être honnête, c'est sur le côté financier pur et dur cette fois-ci. Est-ce qu'il faut avoir les fonds propres équivalents au montant avant de déposer? Et si on est lauréat, comment s'effectue quelque part le versement des aides? Quelle temporalité, ce qui est très important pour les PME notamment? Ok, alors sur les fonds propres, on est moins exigeant que certains de nos collègues, aussi bien à la région que dans les services de l'État. Néanmoins, on regarde quand même les fonds propres. Là encore, à qualité égale, on préférera un dossier porté par une entreprise dont les fonds propres sont significatifs. Mais encore une fois, rien de rédhibitoire en matière de fonds propres. Après, en ce qui concerne les conditions de versement de la subvention, classiquement, on peut prétendre à une avance de l'ordre de 30%. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Mais sinon, la règle, c'est que l'entreprise et l'éventuel partenaire académique font les avances de trésorerie et la région rembourse. Et puis après, il y a toujours 20% de la subvention qui est conditionnée à la remise d'un rapport final en fin de projet. Okay. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Enfin, bon. Si, mais sinon, de toute façon, je suppose que nos auditeurs n'hésiteront pas à revenir vers moi ou vers nous Oui. collectivement pour aborder ce sujet-là. En tout cas, c'est très clair. Peut-être une dernière question. Il y avait d'autres questions, mais certaines qui concernent l'appel à projet Sésame, donc on les abordera dans un second temps. Mais une question qui me semble importante, notamment dans le contexte actuel, c'est si une société elle a été lauréate de l'AMI biothérapie au niveau national dernièrement,
est-ce que c'est éliminatoire, je vais le formuler de manière provocatrice comme ça, pour l'appel à projet Île-de-France Leader Bioproduction? Ce qui n'est pas possible, c'est de financer 2 fois le même projet, quoi. Ouais. Voilà. Sinon, bien entendu, on peut être lauréat d'un AMI de l'État et également de la région Île-de-France, mais il n'est pas possible de financer 2 fois le même projet, ou tout du moins de dépasser les pourcentages que l'on vous a montrés précédemment, les pourcentages de financement public que l'on vous a montrés précédemment. C'est très clair. Merci Daniel. Et donc, si vous avez des questions pour Daniel ou, vous l'aurez compris, nous, pour cet appel à projet, on pourra se faire aussi le relais auprès de Daniel. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour qu'on regarde comment on peut vous accompagner et vous aider dans votre montage de projet. Sachant, Julien, juste pour effectivement faciliter les questions en direct, sur la landing page de la région relative à l'appel, il y a une adresse mail sur laquelle vous pouvez envoyer toutes vos questions et on y répondra de manière très rapide. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci Daniel, Et à et on me l'a bientôt. demandé, oui, vous aurez les slides qui seront présentés aujourd'hui. Oui, vous aurez les slides. Et n'hésitez pas à candidater, on attend tous les projets de bonne qualité, de bonne facture sont attendus par tout le monde. Merci Daniel. Donc, je Merci. passe la parole ensuite à Lucas qui nous parlait du grand lieu d'innovation, appel à projet de la région de France. Lucas, vous m'entendez? Ouais. Ouais, Julien, vous m'entendez? Oui, Bon. très bien. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai pas de présentation, mais je vous en enverrai une à l'issue de l'échange. Donc l'idée, c'est de vous présenter l'appel à projet Grand lieu d'innovation Leader PIA. Donc c'est un appel à projet qui va être ouvert très prochainement à la fin de l'année a priori et qui est porté conjointement par la BPI et par la région Île-de-France. Donc l'idée de cet appel à projet, là, on est sur il y a déjà eu d'autres vagues en fait de cet appel à projet. Pour le présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'appel à projet Grand lieu d'innovation. L'idée, c'est vraiment de renforcer la compétitivité des filières stratégiques régionales et donc notamment ce qui vous concerne, la filière santé au sens large. L'idée de l'appel à projet, ça va être vraiment à la fois de renforcer la compétitivité de la filière par l'innovation, en favorisant donc dans la création de l'innovation ouverte et collaborative, en permettant en fait de créer des espaces de tests, de simulation, de mutualisation des technologies, la création aussi d'équipements innovants mutualisés. Donc, on va être souvent aussi sur la création de démonstrateurs, de plateformes technologiques, de sites d'essai. Ça va être tout ce type de projets qui vont être portés à la fois par des PME, par des ETI, ça peut être aussi par des grands groupes issus d'une filière donnée. Donc, dans votre cas, les porteurs de projets attendus, ça sera plutôt des PME ou des ETI qui pourront répondre seuls ou en groupement et qui proposeront un projet de lieu sur la filière santé. Plus concrètement, quand on parle de lieu d'innovation, on va être à la fois sur, comme je le disais, des unités industrielles partagées, des plateformes de services. Et l'idée à chaque fois de ces lieux, c'est de pouvoir bénéficier à l'ensemble de la filière. Donc, chaque lieu devra pouvoir en fait proposer une offre de service ou un accès à des entreprises de la filière qui pourront faire de la R&D collaborative ou des projets d'innovation communs. Donc, on va être vraiment sur de la mise en compétences, de la mise en commun de compétences techniques, la mutualisation de travaux de recherche-développement, le co-investissement aussi pour conduire des preuves de concept, des tests, tout ce qui va permettre en fait collectivement d'améliorer la compétitivité de la filière. Concernant en fait le type de projet qu'on va financer, enfin en tout cas les bénéficiaires, comme je vous le disais, ça peut être la réponse d'une structure seule ou la réponse d'une structure qui va fédérer plusieurs entreprises. Donc on peut être sur un groupement de PME, un groupement de TI, une ETI seule, une association. Ça peut être aussi un pôle de compétitivité qui répond. C'est également ouvert aux organismes de recherche ou de transfert de technologie, aux universités, aux sociétés d'économie mixte. Et en fait, les répondants vont pouvoir créer des consortiums assez larges pour répondre à ces projets-là. Concernant le soutien, on va être vraiment sur un soutien qui va être à la fois sous forme de subvention et sous forme d'avance récupérable.
C'est-à-dire que les projets éligibles devront présenter une assiette de dépenses supérieure à 1 million d'euros. Et à partir de cette assiette de dépenses éligible, conjointement, la région et BPI pourront apporter une subvention et des avances récupérables à hauteur de 50% des dépenses éligibles. Donc concrètement, sur un projet avec une assiette de dépenses à 1 million d'euros, l'aide pourrait être maximum de 500 000 euros, 250 000 de subventions et 250 000 d'avances récupérables. Sur cet appel à projet, en fait, on va être sur un appel à projet classique avec dépôt de dossiers qui seront instruits ensuite conjointement par la BPI et par la région. Les dépenses éligibles pour ce type de projet, on va être sur des dépenses d'investissement qui vont être entendues comme à la fois des choses classiques d'aménagement de locaux, de travaux, d'investissement matériel sur des équipements ou des machines, également des investissements immatériels type solutions digitales, logicielles. On va aussi prendre en compte à hauteur de 15% maximum les frais internes d'animation, de gestion. Et puis aussi, la particularité de cet appel à projet, c'est de pouvoir prendre en compte des prestations d'études, alors qui restent assez opérationnelles, mais par exemple, quand on sera sur des analyses préopérationnelles, des concours d'architectes ou des études de faisabilité complémentaires, ça pourra rentrer en compte dans l'assiette éligible des dépenses. Sur le calendrier, donc comme je vous le disais, l'appel à projet va sortir d'ici la fin de l'année. Je pourrais vous envoyer, moi ou Julien, à la fois le texte détaillé de l'appel à projet ainsi qu'une présentation plus concrète sous forme de PowerPoint. À savoir, les critères de sélection, ça va être du coup l'impact de ce lieu sur la filière. Comment on va mesurer l'impact de ce lieu? On va à la fois regarder déjà la qualité scientifique ou industrielle du projet, la stratégie aussi de diffusion et de valorisation de ce qui va être fait dans ce lieu. Comme je vous le disais, le critère clé, ça va être l'innovation ouverte et collaborative, le fait que ce lieu bénéficie à l'ensemble de la filière. Donc, qu'est-ce qui est fait pour valoriser les travaux? Qu'est-ce qui est fait aussi en termes de protection de la propriété intellectuelle, de mutualisation des moyens? Un gros enjeu aussi pour nous à travers cet appel à projet, c'est l'impact en termes d'activité économique et d'emploi pour la filière sur le territoire francilien. Donc, il faudra que ces projets donnent des perspectives de développement industriel et commercial des entreprises et notamment des PME qui pourraient être concernées par le lieu. Propose aussi via ce lieu le développement d'avantages concurrentiels dans les secteurs donnés. Et puis, il y a aussi la volonté de viser des marchés ou des segments de marché assez différenciants ou assez innovants. Classiquement aussi, on va regarder la qualité de la gouvernance. Comme on est sur des lieux ouverts et collaboratifs, il faudra une gouvernance qui soit posée explicitement. Et puis, à savoir aussi, cet appel à projet, il intervient en investissement, puisque l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir un modèle économique à moyen terme du lieu. Donc, en général, on vise un lieu qui a un modèle économique à horizon 2 ou 3 ans, avec un plan de financement et un plan d'affaires adapté. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je suis plutôt ouvert pour répondre à vos questions. Et puis, encore une fois, je pense que vous aurez des éléments plus concrets quand l'appel à projet sera sorti. Merci Lucas. Et effectivement, je prendrai vos slides, je les joindrai en fait au compte rendu de cette réunion. C'est une question rapide parce qu'on n'est pas forcément en avance dans le timing, pour être honnête. Juste une première question sur le montant d'aide maximum. Alors, le montant d'aide maximum, donc je vous rappelle, on est sur à la fois subvention, à la fois avance récupérable. Le montant maximum de l'autre, ça sera 2 millions. Ok. Si je reprends ce que j'ai dit, si on a une assiette éligible à 4 millions, on pourra atteindre 2 millions maximum d'aide. Si on a une assiette éligible à 5 millions, on ne dépassera toujours pas les 2 millions d'aide. Ok, très clair, merci. Et je n'ai pas forcément d'autres questions, mais donc s'il y en a, on y redressera après. Mais moi, j'avais une question qui fera en fait toute la transition avec ces filières PIA. C'est finalement comment on différencie les deux entre justement grands lieux d'innovation et système filière. Et je sais que de temps en temps, il y avait des acteurs qui étaient un peu confus en se disant est-ce qu'il faut plutôt que j'essaie de créer un consortium et d'aller sur grands lieux d'innovation ou est-ce que j'essaie de passer sur plutôt ces filières PIA. Donc, question finalement qui s'adresse à vous deux, Romain et Lucas, un peu en avance de phase sur ta présentation. Romain, tu m'en excuseras. Peut-être que, effectivement, à la suite de ma présentation, la réponse sera encore plus claire.
il y a une articulation. Donc, effectivement, les deux appels à projets sont sur le même axe des investissements d'avenir. Il y a donc 4 aujourd'hui, l'axe filière, subdivisé en 3 types d'appels à projets. Un dédié à l'agriculture et 2 autres, dédiés, un sur les lieux d'innovation et l'autre sur l'aspect plutôt plateforme, animation de la filière. La grosse différence qu'il y a entre les deux appels à projets, c'est que un s'adresse en priorité, on va dire, aux entreprises. C'est celui que vient de présenter Lucas. L'autre, en priorité, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, c'est Sésame filière. Sur les autres particularités de Sésame filière, vous verrez, je vais la présenter maintenant, donc peut-être qu'on reviendra sur ce sujet. Je ferai un focus sur les différences au-delà de celles que je viens de présenter qui animent nos deux appels à projets. Mais en gros, en tout cas, je pense qu'ils sont complémentaires. Le deuxième sujet, c'est effectivement grande innovation, on va dire une orientation plutôt sur le financement de l'infrastructure, de l'aménagement, enfin voilà, du lieu, on va dire, du bâtiment, alors que le Sésame filière est plutôt sur et l'équipement et les ressources humaines associées à l'animation, l'activité, la R&D qui a lieu dans cette plateforme. Ok, très clair, mais effectivement, on va l'aborder dans quelques instants, ça permettra d'être encore plus clair. Juste avant, Lucas, une dernière question peut-être, c'est, vous avez parlé, l'appel à projet va sortir d'ici la fin de l'année. La date de clôture, on sait que c'est souvent clé aussi. Est-ce que vous l'avez aussi? Alors, je ne l'ai pas, mais en général, on est à plus 1 mois et demi, 2 mois après l'ouverture de l'appel à projet. Donc, on va dire mi-février, quoi, si ça sort à peu près. Ça dépendra, mais ça sera précisé. Ouais. Ok, très bien, merci. Romain, je t'en prie. On voit ma présentation à l'écran, Ouais, c'est bon? très bien. Okay. Donc, comme je viens de dire, Sésame filière PIA4, c'est sur la même l'axe stratégique du l'axe filière. On avait déjà lancé précédemment sur le PIA3 4 appels à projets sur lesquels on avait à peu près accordé une quinzaine de millions d'euros. Donc là, on passe sur du PIA4 avec de nouvelles modalités d'intervention qui sont plutôt très favorables. Ça va découvrir. Le financement d'où il vient de l'État et de la région et opéré par BPI. Donc, l'opérateur n'est pas le financeur. Les financeurs sont, je rappelle, la région et l'État à parité. Alors, Sésame filière, pour ceux qui ne connaissent pas, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit principalement de financer ces plateformes technologiques ouvertes aux entreprises, en et ETI du territoire, et qui permettra la structuration de plusieurs filières. Il peut y avoir d'ailleurs 2 volets dans ces programmes. Un est plutôt sur de la recherche et développement et l'autre sur l'animation de la filière. Par des dépenses un peu différentes, on va le voir par la suite. Le but, donc, je viens de le dire, cet aspect filière est important pour nous et on place en priorité justement les établissements, les organismes de recherche et d'enseignement supérieur au cœur de l'animation et de la structuration de cette filière. Les infrastructures, elles sont là pour effectivement développer cette R&D, peuvent proposer justement des plateformes d'essai, des développements de tests et être à l'origine du développement de projets de recherche et de développement. La particularité de cet appel à projet, donc il est porté par un porteur unique. Donc il y a un porteur avec qui l'on contractualise, avec BPI et qui recevra la TP attribuée. Néanmoins, le projet doit bien évidemment impliquer des entreprises, je répète, et ce porteur, je l'indique sur cet appel à projet, est prioritairement un organisme ou un établissement d'enseignement supérieur, même si les entreprises ne sont pas exclues de cet appel à projet. Mais en toute transparence, sur les 4 précédents appels à projet,
des bénéficiaires étaient des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ce qui est une spécificité de l'Île-de-France sur cet axe filière. Sur les dépenses et sur les modalités de financement, c'est là qu'on a une grosse évolution par rapport au précédent appel à projet. On intervient donc sur des projets de 1 à 5 millions d'euros. Précédemment, on était de 1 à 4 millions d'euros. De 1 à 4 millions d'euros avec une maximale fixée à 2,5 millions d'euros, donc un taux d'intervention maximum qui est de 50%, 50% de l'assiette éligible des dépenses. La grosse modification qui est proposée sur cet appel à projet par rapport aux 4 précédents, dans le cas du PIA 4, nous avons réussi à négocier avec l'État et avec les pays à ce que l'intervention soit une subvention et plus une aide apportée à 50% sous forme d'avancement et 50% sous forme de subvention. Donc, c'est la grosse différence que nous avons entre ce sésame filière PIA 4 et sésame filière PIA 3, qui est bien évidemment plus intéressant. Donc, le seuil maximum a été augmenté de 4 à 5 millions d'euros, donc le maximum passe de 2 à 2,5 et l'aide est à 100% de la subvention. Sur le reste à financer, c'est important pour nous et c'est ce que nous regardons aussi vraiment dans l'instruction des dossiers, c'est qu'il doit bien évidemment être autofinancé. Le financement peut être de différentes natures, évidemment sur fonds propres. Il peut être généré aussi pour partie par le chiffre d'affaires généré par cette plateforme, ce programme. Je le rappelle ici, on n'est pas, par rapport à ceux qui connaissent l'appel à projet Sésame, sur de la recherche purement fondamentale. On regarde et l'axe financière au dossier le prévoit, un modèle économique associé à cette plateforme. Donc, on va regarder à ce que cette plateforme génère un chiffre d'affaires et que l'équilibre financier puisse être trouvé pour assurer la pérennité de cette plateforme sur les prochaines années, et notamment à un terme de 5 à 7 ans post-projet. Les dépenses, elles sont assez larges, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Elles peuvent être, donc elles sont segmentées sur deux sujets. Un, l'animation de la filière. La deuxième partie sur une partie sur projet de R&D. Elles peuvent inclure bien évidemment le salaire de personnel et personnel interne. Je le précise en bas de la slide. Le personnel titulaire est aussi éligible dans l'assiette des dépenses, devra déplacer 30% du budget global. Donc, en d'autres termes, cet appel à projet est quand même très fortement, enfin très intéressant, puisqu'on intervient donc à hauteur de 50% et sur les 50% restants, personnel titulaire peut être c'est partie de l'autofinancement. Sur les dépenses éligibles, vous voyez, donc ça va des investissements matériels, du salaire de personnel, mais aussi, on ne se limite pas du financement de la partie R&D, mais aussi de la partie animation, marketing, communication, valorisation. C'est important pour nous. Cette plateforme, elle ne doit pas être qu'un projet collaboratif, elle doit vraiment être au cœur de l'animation d'une filière. On garde vraiment son positionnement stratégique, son association avec les entreprises, son positionnement, son ouverture et comment elle se place, au moins au niveau du territoire de France et pourquoi pas national, voire européen. Les critères d'évaluation, je vous les indique ici, vous pouvez les retrouver. Je vous en ai un petit peu parlé au cours de cette présentation. Évidemment, dans le positionnement du projet, qualité scientifique. Évidemment, on attend un projet solide scientifiquement qui nous fasse apparaître aussi dans le dossier un benchmark sur la concurrence, le positionnement concurrentiel, donc scientifique et économique. Je vous le rappelle ici, le modèle économique, donc on doit trouver un équilibre à moyen terme de cette plateforme sans intervention publique.
Donc, après, toute la partie stratégie de valorisation, la gouvernance, elle est importante. On regarde de quelle façon vous envisagez la gouvernance de cette plateforme, quelle association, participation des entreprises dans la gouvernance de ce programme. Et enfin, bien évidemment, l'impact économique et sur la création d'emplois potentiels. C'est le côté aléatoire, bien évidemment, dans la création d'emplois et dans le chiffre d'affaires généré, mais néanmoins, on va avoir dans le dossier, doit faire apparaître des arguments suffisants pour nous rassurer quant à la qualité et la capacité à créer l'emploi à moyen terme de ce programme, que ce soit en interne, mais aussi sur un second cercle, sur les entreprises associées à votre projet. Le calendrier prévisionnel, important, prévisionnel, qui n'est pas encore tout à fait stabilisé. L'appel à projet n'est pas lancé. Il sera lancé en même temps que l'appel à projet Grand Lieu d'innovation filière leader qu'a présenté Lucas. À ce stade, nous prévoyons un lancement au 1er décembre 2021 pour une clôture le 12 mars 2022. On présélectionnera un certain nombre de projets qui seront auditionnés et donc cela nous amène au mois de mai 2022 où on aura audition et sélection finale. Pour information, juste pour illustrer, deux précédents projets, Passerelle et MyBioprod, un porté par l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est aussi donc MyBioprod, sélectionné par le grand défi biomédicaments comme un intégrateur industriel porté par Jérôme Larguero. Le deuxième, porté par le CEA, Passerelle Imagerie, sur le plateau de Saclay. Il fera aussi l'objet en plus enfin, c'est inscrit sur le sujet imagerie médicale. On a, voilà, alors, information importante sur le prochain appel à projet. Donc, on aura un budget mobilisable de 10 millions d'euros sur cet appel à projet. C'est conséquent. On a clairement accru les budgets dédiés à cet appel à projet Sésame filière, puisque sur les 4 appels à projet précédents, on avait à peu près 15 millions d'euros. On aura 10 millions, 5 millions apportés par l'État et 5 millions par la région, qui peuvent être mobilisés sur cet appel à projet. Les contacts, une adresse générique, transferttechno@ile-de-france.fr, un site, ne vous y précipitez pas, il n'est pas à jour. Donc, l'appel à projet, comme je vous l'ai dit, n'est pas encore en ligne. Et l'adresse sera celle-ci. Je réponds tout de suite à la question qui avait été posée par Marc Péchanski tout à l'heure par rapport à Sésame. Effectivement, donc, Sésame exclut les laboratoires du Génopôle. Sésame filière n'exclut pas la communauté génopolitaine. Donc, les laboratoires et enfin, tous les partenaires de Génopôle peuvent déposer un dossier à cette filière. Merci Romain et d'avoir enchaîné tout de suite sur la première question. Et bien, merci aussi de présenter l'appel à projet en avant-première. Comme ça, les porteurs pourront se préparer avec encore plus de temps. Donc, c'est ouvert aux questions. Alors, très rapidement, parce que je vais vraiment laisser du temps à Caroline sur le dernier volet, le PACIA, très intéressant pour les entreprises de Francine notamment. Alors, peut-être une question rapide sur un laboratoire qui souhaiterait être porteur, mais qui ne serait pas localisé en Île-de-France, mais que tous les partenaires socio-économiques ou économiques le seraient. Est-ce qu'il y aurait une chance ou non? Aucune. Non. Réponse rapide. Voilà. C'est parfait. Bon, je ne vois pas forcément d'autres questions. Encore une fois, vu que le temps est parti, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, vous avez les contacts ou vous pouvez aussi contacter pour l'accompagnement de ce type de projet qu'on a fait, notamment sur les 2 projets que Romain a présentés. Alors, pardon, pour préciser par rapport à la réponse précédente, c'est si le porteur de projet est
laboratoire de recherche, qu'il est localisé hors de France, il n'y a aucune chance puisque c'est un critère d'éligibilité. Le porteur du projet. Si le porteur du projet n'est pas le laboratoire de recherche, c'est une entreprise éligible mais non prioritaire, c'est possible. Par contre, c'est un point faible que effectivement le laboratoire soit en Île-de-France. Mais si c'est le laboratoire Île-de-France qui est le porteur, là pour le coup, on est dans les critères d'inéligibilité. Très clair. Ben, merci, merci Romain. Merci. Effectivement, c'est un énorme changement. Je pense que les 50% de subventions versus le mix d'avances remboursables et subventions sera largement apprécié pour bien accompagner les porteurs de projets sur ce dispositif. Je l'espère aussi. J'espère que les lauréats du 4 premiers ne... Ah. Merci beaucoup Romain. Et donc, merci Julien. on finit le focus régional avec Caroline, qui va nous présenter tout le pack qu'il y a. Alors, je vous laisse partager. Oui, je vais essayer. Alors, tac, ça doit être ça. C'est bon, vous voyez mes slides? Oui, c'est tout bon. Okay, super. Bon, je vais laisser comme ça. J'ai 3 minutes, c'est ça? Non, un peu plus. En fait, c'était jusqu'à 12h15. J'espérais que, vu que je dois finir, ça va un petit peu. Oh, génial. Donc, j'ai effectivement présenté le dispositif PACIA, donc, qui est un dispositif de la région Île-de-France. Donc, pour remettre le contexte, en fait, c'est un dispositif qui s'est lancé dans le cadre du plan IA 2021. Et c'est la première mesure qui a été lancée par la région Île-de-France. Donc, ça commence à dater. C'était avant le Covid. Mais du coup, la première année de ce dispositif s'est un peu étendue. On a pris un peu 1 an et demi pour arriver à mettre en place ce dispositif et lancer les premiers projets. Au terme de la première année, là, on a 21 projets qui ont été financés par ce dispositif-là, donc en Île-de-France. Et on vient de lancer la deuxième phase pour un financement de 60 projets. Et il y aura normalement une troisième phase pour un financement de 100 projets. Donc des projets en intelligence artificielle exclusivement, mais totalement cross-secteur. Alors globalement, l'idée du dispositif, c'est d'accompagner les profils de PME ETI dans leur premier projet d'IA. Alors il arrive qu'on ait des sociétés qui ont déjà poké des choses et qui ne sont pas arrivées au bout. Donc ça va être des profils d'entreprises qui ont commencé leur transformation numérique et qui ont des irritants métiers qu'ils ont envie de lever grâce à l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas forcément une connaissance très fine de ce que c'est l'IA. Et ils vont chercher dans ce dispositif-là à la fois de la subvention et à la fois un accompagnement dans leur premier projet pour comprendre, comme il y a marqué ici, les enjeux, les risques et le processus de mise en place d'un projet d'intelligence artificielle. La démarche, c'est un peu de démystifier aussi un projet d'IA et qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. C'est très axé sur des projets qui intègrent des technos type machine learning, où il va y avoir des problématiques autour de la donnée. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'à la fin de ces 3 mois, on soit suffisamment mature sur ce que c'est qu'un projet d'IA. Alors, j'ai déjà dit c'était 3 mois en avance de phase. Et du coup, faire monter vraiment la société en connaissance et en compétence de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, dans ce dispositif, en fait, la particularité, c'est que c'est porté par un consortium. Donc, il y a 2 pilotes, donc le Hub Francia, dont je fais partie, et puis l'IMT Terralab, qui va s'occuper plutôt de la partie administrative et financière. Nous, le Hub, on est là pour accompagner les projets. Donc, on reçoit les PME en rendez-vous virtuel. On cadre avec elles les 1 ou 2 projets d'IA. Et puis ensuite, on va les mettre en relation avec un réalisateur. Donc, ça permet de ne pas avoir à se poser la question de quel prestataire je pourrais prendre pour faire mon projet, puisque je ne suis pas capable forcément de le faire en interne. Là, vraiment, c'est d'aller chercher de la ressource externe. Et puis, c'est nous qui proposons 1, 2 ou 3 réalisateurs pour accompagner la PME sur son projet. Donc, on a dans ces réalisateurs-là 2 cabinets spécialisés qui font partie du consortium initial qui avait déposé la proposition du PACIA à la région Île-de-France quand ils ont fait leur appel d'offres. Donc, il y a Business et Décision et Quantmétrie. Et puis, on a tout un tas de startups qui sont membres du Hub Francia ou de l'IMT Terralab. Et aujourd'hui, on a à peu près une 40aine de startups, alors soit des startups tech donc qui vendent de la licence, soit des mini ESN, comme j'aime bien les appeler, qui du coup ne vendent pas de licence, mais du service hyper verticalisé sur de l'IA.
Et en stats, je pense qu'on a à peu près 80% des projets qui ont été réalisés sur la première année par des startups avec des plutôt bons résultats. Il y a, je pense, 90% des projets qui ont continué par la suite avec le même réalisateur. La cible, donc, comme je disais, c'est des PME-TI qui ont commencé leur transformation digitale, qui sont capables de mobiliser des équipes. Alors, ça peut être des petites équipes, parce qu'on a des PME de moins d'une dizaine de personnes qui bénéficient du dispositif. Donc, les critères d'éligibilité, ce qui va nous intéresser, c'est des sociétés qui sont en Île-de-France. Alors, siège social ou site de production. Donc, pas forcément le siège social. L'important, c'est que le projet soit réalisé en Île-de-France et bénéficie à une structure francilienne. C'est des boîtes de moins de 5000 salariés, donc c'est gros, moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Sur la première année, c'est plutôt des petites ou grosses PME ou des petites ETI. Ça ne va pas forcément attirer des grosses ETI. Vous verrez pourquoi, parce que le budget non plus n'est pas énorme sur ce type de projet. Donc après, on a une contrainte qui est assez compliqué, on va dire, c'est que si la société est détenue à plus de 50% par une autre société, on va aller aussi vérifier les critères d'éligibilité de la maison mère, ce qui parfois, malheureusement, fait s'arrêter des demandes de subventions assez rapidement. Parce qu'il y a beaucoup, finalement, de PME qui sont détenues par d'autres structures. Alors, donc on accompagne via le PACIA des PME ETI. Donc, c'est des projets de 3 mois sur un équivalent de 37 jours, mais ça, c'est à titre indicatif. Pour nous, c'est des forfaits. C'est 37 000 € sur 3 mois. L'idée, c'est vraiment, en sortie des 3 mois, d'avoir un MVP qui est livré à la PME, qu'elle peut passer en production dans des délais plus ou moins rapides. Il y a certains projets qui sont industrialisés pendant les 3 mois. Car voilà, ils ont bossé avec une start-up qui avait déjà un produit existant et du coup, il a fallu, par exemple, juste réentraîner le modèle sur les données du client. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide pour passer en production. Mais ce n'est pas l'objectif du PACIA, c'est vraiment, comme je disais, monter en maturité et avoir un livrable MVP passable en production. Donc, ce n'est pas des slides, ce n'est pas un produit industrialisé, mais c'est un intermédiaire exploitable par la PME qui, normalement, a compris tous les tenants et aboutissants de ce qui lui est livré. Il y a une subvention de 50% par la région, donc c'est-à-dire que la PME paye à son réalisateur 18 500 € et la région va payer via l'IMT le réalisateur 18 500 €. Alors, ça paraît des petits budgets à une petite durée, mais concrètement, il en sort quelque chose de facilement exploitable par la PME et le budget est tout à fait raisonnable, on estime, pour la PME, et puis aussi intéressant pour le réalisateur qui s'y retrouve dans cet accompagnement. Donc, on parle d'accompagnement personnalisé parce que vraiment l'idée, c'est de trouver le meilleur réalisateur pour délivrer le projet. C'est plutôt une démarche d'accompagnement bienveillante où vraiment on briefe le réalisateur pour qu'il accompagne la PME dans sa compréhension de ce que c'est qu'un projet d'IA. Donc, on voit des projets, c'est 3 mois, mais ça s'étire des fois un petit peu plus parce qu'il faut finaliser 2-3 choses. On finalise un peu le mode d'emploi d'industrialisation. Donc, ça se passe franchement super bien. On a des retours très, très positifs sur l'accompagnement. Et nous, Upfrantia, quand c'est une de nos startups qui réalise le projet, ou côté IMT, quand c'est une de leurs startups qui réalise le projet, on suit le projet. Donc, c'est-à-dire qu'on participe à toutes les réunions intermédiaires, T0, T0 plus 1, plus 2, plus 3, ce qui fait que ça permet aussi à la PME d'être rassurée sur le cadre un peu de ce projet-là et on s'assure que tout se passe bien. Ce qu'on suggère, voilà, le parcours idéal, c'est un diag IA, mais ce n'est pas un diag Data de la BPI avant, ce n'est pas une obligation, mais on a quelques boîtes qui sont passées par là avant. Ça a permis un peu de regarder ce qui était possible de faire avec les données. Ensuite, on passe dans le PACIA, on fait un MVP, et puis après, on va direct vers un InnovUp pour accélérer et faire grossir le projet qui a été mené pendant le PACIA. Ça, c'est l'ensemble des contacts, donc le lien du site, le mail si ça vous intéresse de candidater à cet appel à projet ou récupérer plus d'informations pour qu'on détaille un peu plus le fonctionnement de ce dispositif et le réalisateur. Et je crois que c'était tout. J'ai fait vite. S'il y a des questions. Rapide et efficace. Alors, merci pour cette présentation très claire.
par rapport aux critères, j'avais une question Oui. sur. En fait, est-ce que vous auriez un exemple un peu concret pour une société dans le domaine de la santé, donc qui aurait déjà pas de chiffre d'affaires? Donc, ça, ma première question, c'est si elle est moins de 1,5 mais supérieure à zéro, ou si c'est zéro de chiffre d'affaires, elle est quand même éligible à ce Alors, dispositif. zéro de chiffre d'affaires, ça va être un peu compliqué. En fait, ce qu'on Ok, regarde, ce qu'on demande, nous, comme document, c'est ça, je n'ai pas précisé, mais administrativement, c'est hyper simple par rapport à des demandes auprès de la BPI, par exemple. C'est vraiment très, très simple. On a un questionnaire de pré-qualif à remplir, donc c'est des cases à cocher, et puis on définit les objectifs du projet. Tout ça en collaboration avec le réalisateur, donc la PME ne fait pas ça toute seule. Et on demande 2 attestations. Une attestation de minimis, pour s'assurer qu'ils n'ont d'accord. pas trop Ouais. reçu de subventions publiques, et une attestation de solvabilité. Donc, une attestation sur l'honneur qui précise qu'en gros, elle est capable de payer les 18 500 euros. Donc, effectivement, nous, on pose des questions de chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires est très, très bas, on va quand même s'assurer que la trésorerie est là derrière. Mais c'est vrai qu'on a des petites structures qui ne font pas forcément beaucoup de chiffre d'affaires aujourd'hui et qui veulent utiliser l'IA comme un tremplin pour lancer des nouvelles fonctionnalités, un tremplin commercial. Donc ça, c'est aussi des cibles. On a à la fois des belles PME sur des secteurs type l'industrie, on en a dans la santé aussi sur de la détection, je crois, de varices, un truc comme ça. Le projet a été un petit peu compliqué, mais ce n'est pas trop mon domaine. Et on a aussi des petites structures type éditeur logiciel. Donc, ça pourrait être des éditeurs logiciels sur le sujet de la santé qui ont envie d'intégrer des briques d'IA pour proposer des nouvelles fonctionnalités à leurs clients. Donc, c'est très, très ouvert en termes de secteur et très, très ouvert en termes de profil aussi. Et nous, on va prendre le temps, en fait, pendant cette heure de cadrage qu'on fait avec les PME pour bien justement cadrer le projet qui rentrerait dans ces 3 mois pour ce montant-là. Et puis ensuite, comme je disais, trouver la personne, l'expert le plus adapté pour réaliser ce projet. Donc, on a aussi des profils de réalisateurs très différents qui se positionnent soit très horizontal avec une techno type computer vision ou NLP, ou des boîtes un peu plus verticalisées qui sont sur la santé, le manufacturing, les RH. Et puis c'est ça, on va aller piocher dans notre base celui qui conviendra le mieux. Ok. Et merci pour cette réponse. Et donc justement, sur un exemple un peu concret, sur un projet, peut-être vous pouvez nous partager dans la limite de la confidentialité, bien évidemment. Ah, Mais... tout va être public. Alors, les 21 projets, on est en train de préparer un book. Donc, Ok, dès que possible, il sera en ligne où on aura toutes les informations des 21 projets qui ont été financés pour la première saison. Et alors, moi, comme je disais, c'est assez divers et varié. Le premier projet qui a été lancé, c'était pour la société Septodon, et c'était sur du contrôle qualité sur les petites capsules d'anesthésiant pour les dentistes. ok. Voilà, donc ça, c'était le premier projet. Comme je disais, on a un projet aussi sur la détection de varices. Oh là, c'est hyper confidentiel, donc par contre, je ne dirai rien parce qu'en plus, c'est Ok. très Mais compliqué. c'est intéressant, juste, je reviens sur l'exemple un peu de Septodon, si on peut Ouais, échanger. ouais. Finalement, dans le temps imparti, qui est quand même à la fois long et court, hein, ça dépend de quel, Oui, quel côté c'est on se assez court, place. 3 mois. Ouais. Donc, qu'est-ce que concrètement a été fait par le Alors PACIA sur ça? concrètement, ce qu'ils ont fait, donc en fait leur idée c'était de voir s'ils étaient capables d'automatiser ce contrôle qualité, donc qui était fait visuellement par des humains, et de voir comment est-ce qu'en y intégrant une caméra et un algorithme de détection, donc c'est Another Brain qui a travaillé avec Septodon sur ce projet-là, voir si on était capable de détecter les défauts sur ces capsules. Donc, effectivement, ce projet-là étant assez complexe, en 3 mois, ça n'a pas été du tout industrialisé. Par contre, ça leur a permis de voir que c'était faisable et d'avoir un premier POC, MVP, MVP. comme on veut, un MVP qui démontre la faisabilité du truc. Et ça, c'est un exemple d'un gros projet qui, pour le coup, ne pouvait pas s'industrialiser dans la foulée. Par contre, on a des projets sur du marketing ou sur du commercial, où par exemple, c'est gérer la logistique d'un site ou faire de la prévision de vente, où là, c'est des choses qui sont beaucoup plus matures, on va dire, d'un point de vue IA. Et là, pour le coup, c'est des projets qui, au terme des 3 mois, sont quasiment industrialisés. Tout dépend de la complexité de la donnée et du sujet. Ok. Non, mais très, très clair. Alors, une question, est-ce que le projet est plus axé machine learning ou gestion de données, justement, sur ces enjeux-là?
Ça dépend. En fait, nous, ce qu'on va essayer quand même, c'est d'avoir des projets d'IA, au sens où on a une brique d'IA, quelle qu'elle soit, qui est intégrée dans le projet et qui va apporter de la valeur à la PME. Donc, comme je disais, prédiction des ventes, détection d'anomalies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a recommandations personnalisées, tous ces trucs un peu classiques autour de l'IA. Et puis, on a des projets où c'est de la structuration de data. Ça va être la mise en place d'une ontologie, du web sémantique, du scrapping web pour récupérer un peu plus d'infos pour augmenter une base de données. Donc, tout ce qui finalement va être un différenciant pour la PME et qui va lui générer du ROI, c'est ça qu'on va regarder. Donc, ça peut être de l'application de l'IA sur la donnée pour mieux la structurer, pour ensuite être en mesure de lancer des projets d'IA. Typiquement, on a un projet qui s'est lancé avec Wiser, donc qui travaille vraiment sur de la normalisation et de la standardisation de données, qui a aidé une PME à vraiment normaliser toute sa base de données pour lancer ensuite un projet d'IA dans la foulée. Donc ça marche aussi. Donc et nous, on va juste essayer d'identifier justement à quel niveau on se place en fonction de la maturité de la PME. Ok, très clair. Je ne vois pas forcément d'autres questions à ce stade. Super. Mais en tout cas, les slides, encore une fois, seront disponibles et vous pourrez, et vous avez l'adresse ici pour candidater à ce dispositif. Alors, juste pour finir, je vais vous partager juste quelques petites slides juste sur les autres appels à projets, parce qu'on a fait un fort focus au niveau régional et c'est très bien. Et il y a aussi d'autres appels à projets qu'on peut vous aider à accompagner. Donc toujours, que ce soit les projets régionaux, nationaux, européens, le réflexe est de contacter soit votre chef de projet, soit d'utiliser notre adresse générique pour qu'on puisse vous aider justement dans votre accompagnement et votre dépôt de projet. Donc je ne reviens pas sur toutes les aides de la région Île-de-France. Il y a une autre dispositif de la région France qui est toujours en arbitrage, c'est le PSPC Région, qui est toujours en discussion entre l'État et les régions, notamment. Et donc, on espère qu'il puisse sortir. Et je me tourne sournoisement vers Romain, Daniel, Lucas, en disant est-ce qu'on a des deadlines? J'en profite pendant que vous êtes là, mais à ma connaissance, il n'y en a pas, en tout cas. Vous me corrigez si j'ai tort. En tout cas, voilà. Le calendrier n'est pas encore fixé. Ouais. Pardon, Daniel. Donc voilà, un petit boulot encore là-dessus. Et après, donc, au niveau des aides BPI, donc, il y a les classiques, entre guillemets, A-Innov, donc il y a une vague, on n'a pas encore la thématique, mais qui sera forcément vers mai 2022. L'appel à projet IDEMO, anciennement PSPC, mais qui a aussi cette fois-ci une vague individuelle, donc pour des projets assez ambitieux, monopartenaires supérieurs à 4 millions, collaboratifs 4-5 jusqu'à 50 millions, donc très mobilisateur de temps, mais aussi de retombées financières potentielles. Clôture le 3 mai 2022, mais c'est au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous aider là-dessus. On a aussi les premières stratégies d'accélération au niveau national qui sont sorties. Donc, je vous ai mis le lien vers la stratégie santé numérique qui détaille les différents appels à projets. Les autres vont suivre d'ici quelques semaines, mois. J'espère que pour la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction, l'annonce en tout cas de toute la stratégie sera faite avant la fin de l'année. Mais je n'ose plus dire de date pour être totalement honnête. C'est toujours un petit peu complexe les sorties, hein, on l'a vu, il y a des derniers arbitrages qui prennent des fois un peu plus de temps qu'on le souhaiterait. Mais en tout cas, les prochains appels à projets au niveau national sur ces thématiques seront plutôt sur le premier semestre 2022. Et je finirai par un petit focus sur le côté évaluation du bénéfice médico-économique, qui est en fait un appel à projet qui est sorti en même temps que la stratégie d'accélération santé numérique. Et donc là, je vous ai mis le lien vers cet appel à projet. Et donc la date de clôture, c'est le 3 mars 2022, plutôt à destination des dispositifs médicaux numériques à base d'IA ou non, et pour vous aider à prouver le bénéfice médico-économique de votre solution, ce qui vous aidera largement dans votre développement. Donc un appel à projet très intéressant que je vous engage à regarder très rapidement. Et donc pour finir, c'est les coordonnées de ma collègue pour les projets européens. Et pour finir, je vous souhaite juste vous remercier d'avoir tenu jusque-là. Merci Caroline, Romain, Daniel, Lucas pour ce focus sur toutes les aides de la région Île-de-France et à vous donner rendez-vous pour le 3 février 11h pour le prochain épisode de votre rendez-vous d'information sur les appels à projets. Merci Julien, merci Médicène. Merci Julien, merci à tous. Merci.
Merci à tout Au revoir, très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.